Moraï Verabotai, Erev Tov, toujours un immense plaisir de se retrouver avec vous le lundi soir sur Yeshiva Zoom pour parler d'un sujet de Halacha Be'ezrat Hashem, que ce soit pour la santé, la refoua shelema et la Hatzlacha de tout le clan Israël. Amen, Keni Ratzon. Moraï Verabotai, dans la paracha de cette semaine, Parashat Yitro, c'était pas évident de choisir un sujet qui touche la Halacha, puisque notre parashat Yitro, contient et comporte d'innombrables sujets de halacha. Alors j'en ai choisi un. C'est ramené dans les Sfarim au nom du Zohar HaKadosh, qui dit que dans la Torah, les 613 mitzvot que nous avons entendus au Har Sinaï, puisque d'abord les Aseret Adiberot, les 10 paroles, renferme en elle-même les 613 mitzvot, comme ça dit Rav Sadia Gaon, rapporté dans Rashi. La Torah, les 613 mitzvot, tout le monde sait, sont composés de 248 commandements qu'on dit positifs, actifs, mitzvat assez, ce qu'il faut faire, et 365 commandements qu'on dit négatifs, lota assez, que tu ne feras pas. Le Zohar HaKadosh enseigne que les 365 commandements lota'aseh, c'est-à-dire là où il faut rester passif, ce qu'on n'a pas le droit de faire, correspondent aux 365 jours de l'année. Ce qui veut dire que chaque lota'aseh de la Torah, chaque commandement où la Torah nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, correspond à un jour de l'année. Chaque jour a une avoda sur un lave, sur un commandement qu'on dit négatif, passif de la Torah. Et le Zohar fait le calcul que le lota'aseh, le commandement passif, négatif, qui correspond au si Sivan, le jour de Shavuot où la Torah a été donnée au mont Sinaï, c'est l'interdiction de lo tevachel gedi bachalev imo. L'interdiction de cuisiner ensemble, de cuire ensemble le lait et la viande. Incroyable, je n'y comprends rien. Quel est le rapport entre l'interdiction de cuisiner? Nous avons déjà appris, tout le monde sait maintenant, il est dit 3 fois dans la Torah, lo tevachel gedi bachalev imo. Tu ne cuisineras pas, tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère, puisqu'il est dit 3 fois lo tevachel gedi bachalev imo. Ça veut dire que min à Torah, d'après la Torah, il y a 3 interdits. On ne va pas parler des dérabanan, mais min à Torah, il y a 3 interdictions concernant le lait et la viande. Isur bishul, Isur achila et Isur ana. C'est-à-dire l'interdiction de cuire le lait et la viande. Deuxièmement, l'interdiction de consommer du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble. Et troisième lave de la Torah, l'interdiction de tirer profit du lait et de la viande qui auraient été cuits ensemble. L'interdiction d'en tirer profit, Isur ana. Le Zohar nous enseigne que le jour propice qui correspond au lave de lo tevachel gedi bachalev imo, c'est le jour de Shavuot, c'est le 6 Sivan. Intéressant, nous allons continuer dans cette idée, rapportée dans le Mishnah Brura, Siman Taf Tzadik Dalet, qui dit la chose suivante. Seif Katan Yudbet. Le Mishnah Brura rapporte, en réalité c'est écrit dans le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, qu'on a l'habitude, il est de coutume de consommer des aliments lactés le jour de Shavuot. Quelle est la raison? Le Mishnah Brura dit
Parce qu'au moment où les enfants d'Israël ont entendu les Aseret Adiberot, c'est-à-dire les 10 paroles au mont Sinaï, ils ont entendu aussi tous les commandements de la Torah dans le moindre détail. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu va transmettre aux enfants d'Israël chaque commandement de la Torah, pendant que veut dire correspondre au jour de Shavuot d'après le Zohar. C'est comme la mitzvah du Rambam, une mitzvah par jour. Je ne connais pas la coutume de une mitzvah par jour dans le Rambam. Peut-être que la source de cette coutume, c'est le Zohar HaKadosh. Mais le Zohar dit que chaque jour, il y a une avoda spécifique sur un lave de la Torah. Comme les 248 commandements positifs correspondent à un membre, il y en a, c'est facile. L'interdiction de voler, c'est avec la main. L'interdiction de la shanara, c'est avec la bouche. Mais, ou même les mitzvot, dans cette semaine, on a la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat. D'après le Rambam et le Sefer HaChinuch, Zachor et Yom HaShabbat, c'est une mitzvah de dire aujourd'hui, c'est Shabbat, et de même à la sortie de Shabbat à la Havdalah, c'est aussi Minatora de dire Shabbat est terminé, Shabbat est sorti. Donc il y a des commandements qui correspondent au corps. Il y a des mitzvot qui correspondent au jour. C'est un sujet en soi. Qu'est-ce que ça veut dire que chaque jour, il a une correspondance avec un lave de la Torah? C'est pas seulement un moyen, je dirais, technique de se rappeler ou d'étudier les 613 mitzvot. C'est qu'il y a une réelle avoda. C'est très profond et honnêtement, ça m'échappe beaucoup. Mechila, si je ne sais pas répondre à votre question, non seulement il a vu plus 5 ans de Shabbat, donc il y a des jours où il n'y a pas de lave. Non, il y a 365 jours dans l'année et 365 lavim. Les 248 sont les mitzvot assez. Les 248, ce sont les commandements actifs qui, elles, correspondent au corps, au Evarim, aux membres du corps. Il y a une Mishnah qui décrit les 248 membres du corps. Ici, nous parlons des 365 lavim. Chaque jour a un lave spécifique. C'est très profond, honnêtement, ça m'échappe. Je veux montrer à travers le Zohar, est-ce que nous allons voir des commentaires, quelque chose d'intéressant dans cette interdiction de ne pas consommer le lait et la viande, de ne pas les cuire ensemble et de ne pas en tirer profit. Donc je disais, le Rama dit qu'il y a une coutume de manger des mets lactés le jour de Shavuot. Pourquoi? Il dit le Mishnah Brura, parce qu'au moment où Moshe Rabbeinu a transmis la Torah aux enfants d'Israël, il leur a transmis chaque mitzvah dans tous ses détails. Par exemple, lorsqu'il va leur transmettre la mitzvah des téphilines, il va leur expliquer qu'il y a un téphiline sur la tête, un téphiline sur le bras, de quoi sont-ils composés, comment sont-ils fabriqués, les couleurs, les tailles, le contenu, le parchemin. Dans chaque mitzvah, lorsqu'il va leur parler du Shabbat, il va leur enseigner notamment les 39 travaux interdits de Shabbat, la mitzvah de Kiddush, la mitzvah de Havdalah, etc. Sur chaque mitzvah, sur qu'au Har Sinaï, on n'a pas entendu seulement 10 paroles, mais on a entendu 10 paroles qui contiennent les 613 commandements, comme dit Rav Sadia Gaon, et sur chaque mitzvah, on a entendu, il nous a été transmis par la voix de Moshe Rabbeinu, l'intermédiaire Kaviachol Lakadosh Baruch Hu, le Eved Hashem, le Shaliach d'Hashem. Moshe Rabbeinu va nous transmettre en simple toute la Torah, chaque mitzvah, dans le moindre détail. Et donc, lorsqu'ils reviennent du Har Sinaï, ils rentrent chez eux, mais la seule chose qu'ils pouvaient consommer immédiatement, ce sont des aliments lactés. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'entendre au Har Sinaï que pour pouvoir manger de la viande, il y avait toutes les lois de la shrita. Donc il faut un couteau spécifique avec tous ses dinim. Il faut nettoyer les graisses interdites. Même dans les animaux cachers, il y a du chelev. Ce sont des graisses interdites. Il y a également les lois de Gid Hanaché, c'est-à-dire le nerf sciatique qui se trouve dans la jambe, dans l'arrière de la bête. Il faut également saler la viande, il faut la rincer.
De même, il fallait cuisiner la viande dans des nouveaux ustensiles, puisque les kelim, les ustensiles qu'ils avaient utilisés précédemment, on est dans les 24 heures, ce qu'on appelle ben yomo, et ce qu'ils avaient mangé avant ne correspondait pas aux lois qu'ils ont reçues après, qu'ils ont reçues au moment de Matan Torah, puisque les aliments qu'ils mangeaient avant Matan Torah n'étaient pas cachers selon les lois de la Torah. Et donc, la seule chose qu'ils ont pu consommer, ce sont des aliments lactés. C'est-à-dire que le Mishnah Berurah dit quelque chose d'incroyable. Entre leur dernier repas, on va dire le 5 Sivan au soir. Donc ce soir, c'est le 6 Sivan. Ils ont mangé, ils ont pris leur repas. Mais les repas qu'ils ont consommés ne correspondaient pas encore au commandement de la Torah, puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la Torah. Lorsque demain matin, le 6 Sivan, ils reçoivent la Torah, il s'est écoulé moins de 24 heures dans l'utilisation des ustensiles, et on sait, on a une loi qui s'appelle Ben Yomo, qu'on apprend de Clémidia dans le livre de Bamidbar, c'est-à-dire en simple. Si j'ai cuisiné un aliment dans un ustensile, en métal, en terre, etc., quel que soit l'ustensile, eh bien, si cet aliment que j'ai cuisiné dans mon ustensile n'est pas cachère, alors mon ustensile a absorbé ce qu'on appelle une blia, il a absorbé un aliment pas cachère. Pendant 24 heures, même si, bien évidemment, j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé mon ustensile, mais pendant 24 heures, tout ce que je vais cuisiner dans cet ustensile, eh bien, par l'effet de chaleur et de cuisson, l'ustensile va rejeter ce qu'on appelle une plita. L'ustensile va rejeter son absorption donc d'aliments interdits et il va rendre interdit, avec toutes les conditions qu'il y a dans l'ustensile, il va rendre l'aliment interdit. De ce fait, puisque hier soir, ils ont consommé des aliments qui ne correspondaient pas aux lois de la cacheroute reçues au Har Sinaï, donc pendant 24 heures, leur ustensile est donc interdit minatora. C'est pour ça, par exemple, c'est pour ça, par exemple, que ça soit un ustensile, mais cela voudrait dire qu'il n'y a aucune différence entre les commandements de cacheroute avant et après la Torah. Au contraire, avant la Torah, j'ai pas été clair. Alors, avant la Torah, ils ont consommé des aliments qui ne correspondaient pas aux lois de la cacheroute d'après Matan Torah. C'est au moment du don de la Torah, nous avons reçu les lois de la cacheroute. Donc, avant Matan Torah, elles n'existaient pas. De ce fait, ce qu'ils ont consommé avant Matan Torah, ils avaient le droit. Ça ne s'appelle pas du pas cachère, ils avaient le droit, il n'y avait pas encore les commandements de la Torah. Mais à partir du don de la Torah, c'est-à-dire le 6 Sivan, les aliments qu'ils ont consommés hier s'appellent des aliments non cachers. Par exemple, ils ont mangé de la viande, mais il n'y avait pas encore les lois de la shrita, même si c'est écrit que Yosef, il faisait la shrita, il a offert à ses frères des viandes sur lesquelles il y a eu la shrita, comme c'est écrit dans le Passouk, dans Vaïgash, si je ne me trompe pas. En tout cas, il n'y avait pas encore les commandements de la Torah, des lois de la cacheroute. Donc ce qu'ils ont consommé hier, par rapport au 6 Sivan matin, ça s'appelle du non cachère. Donc les ustensiles ont absorbé des aliments qui n'ont pas respecté c'était dans leur droit, il n'y avait pas encore les lois de la cacheroute. Je vous donne un exemple très simple. On va faire très simplement, parce que les lois de la conversion, on les apprend du don de la Torah. Un goy, un non-juif, qui a demain matin, il a un rendez-vous au Beddin pour se convertir. Le Beddin l'a interrogé, tout le processus de la conversion, et donc demain matin, à 10h, il passe devant le Beddin. Ce soir, il est encore goy, il a le droit de manger ce qu'il veut. Et ce qu'il a mangé toute l'année, etc., tout ce qu'il a mangé avant sa conversion, il avait le droit. Mais ce qu'il a le droit de manger lorsqu'il est non-juif ne lui donne pas le droit de continuer à le consommer après sa conversion. Donc, ces ustensiles, ces anciens ustensiles, demain matin quand il fait la conversion, on va dire à 10h du matin, ces ustensiles ne sont pas cachers. Ils ont absorbé du cochon, des poissons pas cachers, toutes sortes d'aliments non cachers. Donc maintenant qu'il est converti, ou il achète une nouvelle vaisselle, ou il cachérise sa vaisselle qu'il utilisait dans sa vie antérieure de non-juif. Même nous, par exemple, par mégarde, lorsqu'on est en vacances ou vous louez un appartement, il y a de la vaisselle. Vous utilisez une casserole d'un goy. Si le goy, 24 heures avant que vous l'utilisez, il a cuisiné un aliment pas cachère,
sa casserole n'est pas cachère, elle est absorbée de cochon ou d'autres aliments pas cachères. Donc moi, si je vais utiliser la casserole du goy, je dois d'abord lui faire la hagala, c'est-à-dire la cachérisation de l'ustensile. En simple, nous dit le Mishnah Brura, puisque hier soir, ils n'avaient pas encore les lois de la cacheroute, ils vont les recevoir seulement le 6 Sivan au matin, donc à partir du 6 Sivan au matin, leurs ustensiles deviennent pas cachères. Et de même la viande, les viandes qui consommaient avant Matan Torah ne sont pas identiques à celles qu'ils ont consommées après Matan Torah. Maintenant qu'ils ont reçu les lois de la cacheroute au Har Sinaï, donc lorsqu'ils rentrent chez eux après le don de la Torah, il faut cachériser toute la vaisselle et il faut préparer la viande. Tout ça étant très long, c'est pas évident, et parfois il y a des choses qu'on ne peut pas faire le jour même, alors la seule chose qu'ils ont pu consommer, c'est du lait. Ça leur a pris le temps qu'il a fallu pour cachériser, pour fabriquer de nouveaux ustensiles, pour préparer des viandes, des poissons, etc. Bon, après, il y aura la manne. En tout cas, pour l'instant, ils doivent cachériser les kélim. Et comme c'est très long, alors, la seule chose qu'ils ont trouvé à manger, c'est facile, de traire une vache, une chèvre, etc. Peut-être qu'ils avaient aussi des fromages d'avant Matan Torah, et le lait était chamour. Justement, c'est ce que je suis en train de penser en le disant. Probablement que non, mais maintenant ils sont juifs, ils ont reçu la Torah, alors on peut aller traire une vache. C'est plus simple, la cacheroute de la traite d'une vache est plus simple que la préparation d'une viande. Donc c'est pour ça qu'on mange du lait. Certains ont la coutume de manger que du lait, d'autres mangent du lait le soir et de la viande le midi pour Shavuot, d'autres ne mangent pas du tout de lait. Il y a plusieurs coutumes, c'est pas le chiot de ce soir, c'est quoi la coutume de Shavuot. C'était pour expliquer l'enjeu de manger du lait par rapport aux questions, en tout cas, de cacheroute, de cachérisation des ustensiles et de cachérisation de la viande et de tous les aliments. Donc, à partir de Matan Torah, ils vont respecter les lois de la cacheroute. Et il paraît, je dis pas ça de façon certaine, mais il paraît, ça apparaît comme ça dans le Mishnah Moura, que la première mitzvah donc, que les Béné Israël ont réalisée tout de suite après avoir reçu la Torah, ce sont les lois de la cacheroute. Vous vous rappelez, on a fait un shiur il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 2 semaines ou la semaine dernière, même j'ai oublié, que la sortie d'Égypte se contient et se résume dans les lois de la cacheroute. Ici, on voit que même au moment de Matan Torah, donc d'après le Zohar, la mitzvah qui correspond, le commandement qui correspond à Shavuot, c'est l'interdiction de consommer du lait et de la viande, l'otevachel et de cuisiner, etc. Le Mishnah Brura poursuit qu'il faut que la coutume de consommer des aliments lactés le jour de Shavuot, c'est parce qu'en rentrant chez eux tout de suite après le don de la Torah, eh bien, ils ont consommé du lait, ils ne pouvaient pas encore consommer de la viande. Donc là aussi, il y a un parallèle, en tout cas, entre Matan Torah et les lois de la cacheroute. Pourquoi précisément les lois de la cacheroute sont multiples, sont immenses, il y a d'innombrables halachot à connaître dans la cacheroute. La cacheroute, ce n'est pas une histoire de faire du fric sur le dos des consommateurs, mais il y a de réelles questions de commandement de la Torah, à part ce que les Chachamim ont mis comme barrière, notamment la volaille et le lait, etc. En tout cas, il paraît qu'ils reçoivent la Torah, ils rentrent chez eux, la première mitzvah qu'ils réalisent, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Parce que qu'est-ce qu'on va manger, c'est quand même une question importante dans la vie. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, dans Chazon Ovadia, Ilchot Yom Tov, Chazon Ovadia Ilchot Yom Tov, à la page 318, il ramène une autre explication pourquoi il faut, ou c'est en tout cas une coutume très répandue, de consommer du lait le jour de Shavuot. Et il ramène au nom du Torah Chaim, qu'il explique dans Baba Metzia, cette coutume en se basant sur un midrash, qui dit la chose suivante. Au moment où Akadosh Baruch s'apprêtait à donner la Torah au peuple d'Israël, les anges ont contesté. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient eux-mêmes recevoir la Torah, comme l'Agmara décrit au traité Shabbat également. Alors Akadosh Baruch il leur dit, je comprends pas, vous critiquez, vous contestez tout ce que je fais. Hachem, il voulait créer le monde, les hommes, leur donner la Torah, les sortir d'Égypte. Les malachim, ils ne sont pas toujours adhérents du projet d'Akadosh Baruch Hu.
Et il leur a dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Maintenant, vous me demandez de ne pas donner la Torah aux enfants d'Israël. Mais voilà que vous, au moment où vous étiez chez Avraham Avinu, vous vous rappelez dans Parashat Vaera, alors Avraham Avinu, il a accueilli 3 anges. Et il va leur servir à manger de la viande et du lait. Comme il est dit dans le Passouk, Vaikar Hem'a Vechalav, Avraham a pris du beurre et du lait, ou Mina Bakar et de la viande qu'il avait préparée, et donc vous avez mangé du lait et de la viande. Alors vous ne faites pas la Torah. Or, chez les Béné Israël, Tinok, chez l'Israël, même un enfant en bas âge, il ne consomme pas de la viande et du lait ensemble. Alors, quand vous étiez chez Avraham Avinu, vous avez mangé du lait et de la viande, vous ne faites pas la Torah. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi donner la Torah aux enfants d'Israël. Et le Midrash dit, c'est un Midrash profond, il faut beaucoup réfléchir. Et le Midrash dit qu'à ce moment-là, les anges sont partis tête basse. C'est pour cela qu'il y a une coutume de manger du lait le jour de Matan Torah. Cependant, pour manger du lait, le jour de Matan Torah et toute l'année, nous allons voir une halakha. Ce que je veux montrer dans un premier temps, moi ça m'interpelle énormément. Encore une fois, comme je l'ai rappelé, on l'a démontré, c'est un passou clair à la fin de Shemini. Hachem a ma'ale etrem eretz Mitzrayim, donc faites attention aux lois de la cacheroute. Donc la sortie d'Égypte, entre le don de la Torah et l'application des lois, il faut un temps de compréhension. En tout cas, bien sûr qu'il faut un temps de compréhension, vous avez tout à fait raison, il faut des années, il faut en tout cas une étude, surtout dans toute la Torah. Il faut, au bas mot, il faut 10 ans pour connaître la Torah dans la halacha minimum. Après, c'est toute une vie, toute la vie, on étudie la Torah. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au moment de Matan Torah, ils ont entendu que pour manger kasher, il y a d'innombrables halachot. Pour faire Shabbat, Nida, Tarata Mishpacha, la Shonara, Tfilin, Tzitzit, Tfila, etc., etc., toutes les 613 mitzvot de la Torah ont beaucoup de halachot. Donc le temps de les comprendre, de les intégrer, d'apprendre à les mettre en pratique, tout ça, ça demande du temps, bien évidemment. En tout cas, ils ont compris au moins une chose. C'est que lorsqu'ils rentrent chez eux, ils peuvent plus eux-mêmes manger dans leur propre cuisine. Vous savez, une personne qui se convertit, j'ai eu encore dernièrement une discussion avec un jeune homme qui est en cours de conversion, qui aimerait se convertir, mais je lui dis, c'est maintenant, avant ta conversion, tu dois t'habituer, tu dois apprendre les dynimes, et tu dois t'habituer à les mettre en pratique. Parce que lorsque tu seras juif, lorsque tu seras converti, tu pourras pas dire, ah ben je savais pas, j'ai pas appris, il faut comprendre. À partir du moment où on est Israël, tant qu'on n'est pas assuré de la cacheroute à 100% d'un aliment, il est interdit de le consommer. Vous avez un aliment. Hier soir, c'était tout Bishvat. Eh bien, mes enfants sont partis à Carrefour acheter des fruits et des légumes. Il n'y a rien de plus cachère, entre guillemets, que des fruits et des légumes. On a fait tout Bishvat à la maison, Baruch Hashem en famille. Et donc, un de mes enfants est parti au petit supermarket en bas de la maison et il a acheté plein de fruits. Et on a fait un super tout Bishvat, Baruch Hashem. Mais il faut savoir que dans les fruits et les légumes, hormis la question des insectes qui peuvent s'y trouver, lorsqu'on mange une figue, une date, des olives, etc., il faut connaître ces halachot. Celui qui n'a pas appris les halachot de Tolaïm, qu'on appelle ou shratzim, les lois des vers et des insectes, il est interdit de manger un abricot, une pêche ou une banane. Si tu connais pas la halacha, tu encours un risque immense. Et voilà que mon fils, dans ce qu'il nous a rapporté, il a rapporté des figues sèches et il a rapporté des dattes. Alors je lui ai dit, Chazak mon fils, mais on ne pourra pas les consommer. Pourquoi? Mais vous pouvez le voir sur la liste des produits cachers du consistoire de Paris, vous allez voir que toutes les figues sèches et toutes les dattes vendues en barquette, par exemple, ne sont pas systématiquement cachères. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte, donc ils ont envoyé des spécialistes dans les usines, dans les lieux de mise en barquette, etc., qu'il y a certaines figues et certaines dattes, vous les voyez, elles brillent. Comment une date, ça brille? On dirait on leur a mis là-bas du cirage ou de la cire. Eh bien, ils enduisent souvent certains produits dans certains lieux de fabrication, ils les enduisent de graisse animale. Alors même si ta date, elle est super cachère, et même si elle vient d'Israël, c'est super.
Mais si elle passe dans un lieu de fabrication ou de mise en condition, mais elle est enduite de graisse animale, ça la rend pas cachère. Donc il faut connaître les lois de la cacheroute. Et la règle, vous savez moi ce que j'aime dire aux gens qui sont en processus de conversion, je leur dis, tant que tu n'auras pas appris les lois de la cacheroute, au moins les grandes lignes, mais quand tu vas devenir juif, la seule chose que tu pourras manger, c'est du pain et de l'eau. Et même le pain, on n'achète pas le pain dans n'importe quelle boulangerie. Il faut faire attention. Vous savez que dans certaines boulangeries, d'abord, il y a des farines problématiques. Parce qu'aujourd'hui, dans les farines, ils rajoutent des émulsifiants. Ah ben, il faut connaître la provenance et la cacheroute de l'émulsifiant. Et même si tout est cachère, il est préférable une boulangerie qui est allumée, dont le four est allumé par un juif, ce qu'on appelle pat akoub. Donc la seule chose que c'est sûr que tu pourras consommer, c'est de l'eau plate, parce que les eaux où il y a du goût, il faut faire attention aussi aux colorants. En simple, les lois de la cacheroute sont tellement importantes, puisque, encore une fois, elles ont marqué la sortie d'Égypte, et elles ont marqué le don de la Torah. Donc tant qu'on n'est pas certain à 100% que le produit est cachère. Je parle même pas de la méadrine, je parle même pas des chumrot, des sévérités qu'il y a dans la halacha, ou pardon, ou de niveau encore supérieur. Je parle vraiment du strict minimum. J'aime dire que la halacha, c'est le strict minimum. C'est pas on fait la halacha, ça y est, on est arrivé au bout. Non, la halacha, c'est le point de départ. Donc même, vous avez raison qu'il faut un temps de compréhension, il faut un temps d'apprendre, il faut apprendre la cachérisation de la viande, la cachérisation des ustensiles, la cachérisation d'une cuisine. En commençant par le fait, ça réduit, en commençant par le lait, ça réduit les difficultés. Voilà la seule chose qui est... donc ça au moins ils ont compris que dorénavant notre cuisine et nos produits consommés, notre alimentation doit correspondre au commandement de la Torah. Alors la seule chose qui est facile, c'est d'avoir une vache, et ils en avaient quand ils sont sortis d'Égypte, ou une chèvre, et d'aller la traire. Avec un juif, c'était des bénis d'Israël, donc maintenant ils sont juifs, ils ont un statut de converti, comme c'est écrit dans le Rambam, et donc, ils ont le droit de traire. Et donc, c'était... Moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est le point commun qu'il y a, qui est double. Tout d'abord, l'importance de la cacheroute, encore une fois, liée à la sortie d'Égypte et au don de la Torah. Et le deuxième point, et ça, je n'ai pas d'explication, il faut encore réfléchir. Maintenant, on va rentrer un peu dans un sujet de halakha. C'est pourquoi le commandement du lait et de la viande est spécifique à Matan Torah. Ça, c'était, pardon, en guise de préambule. Il y a une question très connue, peut-être vous connaissez déjà la réponse, mais on va voir un petit peu la structure de cette halakha. C'est la suivante. C'est une question dont tous les livres de halakha discutent. Alors, nous savons qu'il est interdit, on va le prendre pour acquis, c'est pas le sujet de ce soir, nous savons que après avoir consommé de la viande, il faut attendre 6 heures pour pouvoir consommer tout produit lacté. Un chocolat au lait, une glace au lait, un lait chaud, du fromage, une crêpe au lait, etc. On va pas faire la liste de tous les produits au lait qui existent. On s'est rendu compte dernièrement qu'il existe des chips kasher avec un super Hercher. J'ai pas le Hercher en tête, mais si vous regardez bien sur le Hercher, c'est écrit Halavi. Ce sont des chips au lait. Alors il faut faire attention. Si on a consommé de la viande, si on est dans les 6 heures, ou parfois on fait le Shabbat, un petit apéritif, il faut faire attention si les chips sont, il faut vérifier. C'est pour ça que sur les produits, une bonne cacheroute, elle précise si le produit est parvé, donc ni lait ni viande, on peut le consommer avec ce qu'on veut, ou bien s'il est au lait ou à la viande, s'il est halavi ou bassar. Il faut faire attention, il existe des chips qui sont halavi, il faut faire très attention. Donc après la consommation de viande, il faut attendre 6 heures. Ah ben si c'est les Pringles, j'avais oublié que c'était cette marque, il faut faire attention. Donc si quand vous mangez des chips Pringles ou autre, il faut faire attention. Voilà. Ou un bonbon, des fois on fait pas attention, on mange un bonbon, on n'a pas vu que c'était écrit halavi ou une sucette, peu importe, on a compris le principe. Après la consommation de viande, il faut attendre 6 heures avant de consommer du lait. Qu'en est-il de l'inverse? Après avoir consommé du lait,
a-t-on le droit de consommer de la viande? Je parle bien de celle avec Hercher. Ok, alors si ce sont les Pringles avec Hercher, si c'est Halavi, voilà, j'avais oublié, j'avais pas la marque en tête, mais en tout cas, si elles sont Halavi, il faut faire attention à quel moment on les mange. Donc maintenant, la question, c'est inversement. Si j'ai mangé du lait, j'ai mangé un yaourt, un lait chaud, peu importe le lait que j'ai consommé, et je veux ensuite manger mon repas à la viande. Je veux manger de la viande, du poulet, etc. Alors là, la Gemara nous dit, dans ma Sechet Choulin, elle pose la question, et elle dit comme ça. Quelqu'un qui a consommé du fromage, produit lacté donc, et ensuite cette personne veut manger de la viande. Quel est le din? Puisque la Gemara parle auparavant longuement dans Choulin, Davkouf et Amoud Aleph, parle de le temps qu'il faut attendre entre la viande en premier et le lait en suivant, mais il pose la question, qu'en est-il si c'est le contraire? J'ai consommé un produit lacté et ensuite je veux consommer de la viande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la Gemara lui dit, vélo cloum, il n'y a rien à faire. Donc si on prend la Gemara au mot, ça veut dire qu'est-ce qui est écrit dans le texte de la Gemara, c'est qu'après avoir consommé du lait, et quel qu'en soit le produit, du fromage, du yaourt, un bonbon, du chocolat, une glace, peu importe ce qu'on a mangé qui est au lait, après le lait, on a le droit de consommer immédiatement de la viande. Cependant, la Gemara, elle dit que c'est ramené aussi dans les Rishonim, que après avoir consommé du lait, alors on va aller directement au Rif et au Rambam, qu'après avoir consommé un produit lacté, tsarich netilat yadaim, vekinuach ape, ve'adachat ape. On va le lire maintenant dans le Rambam, on va le traduire. En tout cas, c'est aussi l'opinion du Rambam. On va aller directement au Shulchan Aruch, dans Yoredea Siman Petet. Une personne qui a mangé du fromage, achal gvina, il est permis de manger de la viande immédiatement. Donc ça veut dire entre le lait au début et ensuite je vais manger de la viande, il n'y a rien à attendre, ni 1 heure, ni 2 heures, ni 5 minutes, rien du tout. Mais fromage pas dur, resben shinaïm. Non, non, le lait ne reste, les fromages ne laissent rien du tout, ne laissent rien du tout. Mais on va parler des fromages durs. Nous allons y arriver. En tout cas, pour Marana Shulchan Aruch, il le dit clairement, Achal Gevina, celui qui a mangé du fromage, il peut manger de la viande immédiatement. Cependant, ou bilvad, cependant, à la condition, il faut faire attention. D'abord, il faut regarder les mains. J'ai mangé mon fromage. Après que j'ai mangé le fromage, je regarde les mains. Peut-être que sur les mains, il reste un peu de fromage qui s'est collé sur les mains, des fois sur les ongles ou entre les doigts. Peu importe, il faut faire attention à ce qu'il y a dans les mains. Ou bien, et si c'est la nuit ou s'il fait sombre, alors on ira se laver les mains. On va dire le simple, en simple, le plus simple, après avoir consommé du fromage, tout fromage, le Shulchan Aruch ne rentre pas dans cette distinction fromage dur, fromage mou. Pour le Shulchan Aruch, tous les fromages sont semblables. Donc, premièrement, première halakha, dans le temps, il n'y a rien à attendre. Tu peux manger tout de suite de la viande. Avec 3 conditions. Premièrement, il faut se nettoyer les mains. Donc on met un petit peu d'eau sur les mains, pas besoin d'aller se laver les mains au savon, un peu d'eau pour enlever le gras ou les petits morceaux de lait qui auraient pu rester coincés sur les doigts ou autre. Deuxièmement, il faut nettoyer sa bouche. Et troisièmement, il faut rincer sa bouche. Quelle est la différence entre nettoyer et rincer sa bouche? Ça veut dire qu'il faut consommer un aliment. On va consommer un aliment, un peu de biscotte, un peu de pain, pour nettoyer le gras ou les morceaux de viande qui sont restés dans la bouche. Et il faut ensuite rincer. On met de l'eau dans la bouche, on fait un petit glouglou et on recrache la bouche. Donc, en simple, on se nettoie les mains, on se nettoie la bouche et on se rince la bouche. Après cela, on a le droit de consommer toute viande soit-elle. C'est ainsi pour tous les fromages selon le Shulchan Aruch.
Il y a une discussion, mais Rav Ovadia Yosef fixe la halacha comme le Rashash, Rav Shmuel Shterson. Alors on va dire directement qu'est-ce que dit le Rashash et comment Rav Ovadia Yosef est posek. C'est une tchouva de Rav Ovadia, la Shalom dans Yabia Omer, Chelek Shishi, Yoredea, Siman Zaïd. Le Rashash dit, puisque la halacha exige de se nettoyer les mains, de se nettoyer la bouche et de se rincer la bouche, ceci est dit seulement pour un aliment solide, c'est-à-dire j'ai mangé un fromage. Alors là, on comprend qu'il en reste peut-être entre les dents, ou bien il y a du fromage, il y a du gras. Mais il dit, mais celui qui boit du lait, le lait est liquide, et après qu'on a bu du lait, ben, il n'y a plus rien dans la bouche. Alors il dit que après avoir bu du lait, par exemple, vous avez bu un lait chaud ou un café au lait, alors là, il n'y a pas besoin de se laver les mains. Surtout aujourd'hui, quand on boit, c'est avec un verre. On ne boit pas, je sais pas, on ne met pas le lait dans la main et on le boit. Donc il dit, après avoir consommé du lait, on n'a pas besoin de se laver les mains. Mais il va plus loin, on n'a pas besoin non plus de mâcher un aliment, il suffira juste de se rincer la bouche. Donc j'ai bu mon lait chaud, j'ai bu mon café au lait, je prends un verre d'eau, je me rince la bouche et je peux consommer tout de suite de la viande. Ça, c'est donc la conclusion, la halacha, pour les Sfaradim, en tout cas pour le Shulchan Aruch. J'espère que jusqu'ici, c'est clair, nous allons avancer tout de suite. Cependant, nous dit Rav Ovadia Yosef que le Bet Yosef rapporte au nom du Zohar, oui, il ramène au nom du Zohar, et c'est ramené dans beaucoup de Sfarim aussi, qui dit la chose suivante. Bon, on va pas tout lire, ça vole très très haut, hein, c'est le Zohar à Kadosh, mais il déconseille fortement, pour pas dire même qu'il interdit, de consommer de la viande après le lait. Donc, synthétisons. Si j'ai mangé de la viande, il y a toutes les restrictions d'attendre 6 heures. Si j'ai bu du lait, je n'ai pas besoin d'attendre rien du tout, juste je me rince un peu la bouche et je peux manger de la viande. Si j'ai consommé du fromage, donc qui est plus gras, et qu'on touche avec les mains, alors là, il y a 3 conditions: se rincer les mains, se nettoyer la bouche en mâchant un aliment, et se rincer la bouche. Et tout de suite après, je peux consommer de la viande. Seulement, le Zohar HaKadosh dit qu'il ne faut pas manger de la viande tout de suite après le lait. Il y a de nombreux décisionnaires qui vont retenir cette choumra du Zohar HaKadosh. Cependant, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, n'a pas retenu cette sévérité du Zohar. Donc d'après le Shulchan Aruch, on n'est pas tenu de cette sévérité du Zohar, et donc après le lait, on peut consommer, avec les conditions que nous avons énumérées, on peut consommer de la viande tout de suite. Mais nous allons revenir sur les propos du Zohar. Pourquoi? Nous dit Rav Ovadia Yosef, parce que il est manifestement ici une discussion entre le Zohar et le Talmud Babli. Parce que si le Zohar déconseille de consommer de la viande tout de suite après le lait, l'Agmara que nous avons lu dans Choulin Dafkouf et Amoud Aleph a dit précisément et clairement Velokloum. C'est-à-dire qu'après le lait, il n'y a rien à attendre. Donc même dans le même repas, par exemple, vous faites des tilat yadayim, vous faites amotzi lehem minaret, vous avez le droit de consommer un yaourt, ou un morceau de gruyère, un morceau de fromage, et juste après, avec les conditions, on peut manger dans le même repas de la viande. C'est moutard. Il va même ramener au nom de certains décisionnaires le Chemdat Ayamim, qui dit que ce n'est que même d'après le Zohar, en vérité, il y a une grande discussion. Comment comprendre ce texte du Zohar? C'est longuement étudié ici dans la Tchouva de Rav Ovadia Yosef, mais le Chemdat Ayamim, qui était également un grand maître de la Halacha et de la Kabbalah, et je vais vous lire, il dit, mais vous n'avez pas bien compris le Zohar. Le Zohar a interdit de manger du lait après la viande, comme la Gemara, mais de manger de la viande après le lait, je vous le lis dans les mots. Adraba mitzvah ika. C'est une mitzvah de manger, c'est les mots, hein, je vous le montre, c'est écrit ici dans Yabia Omer, c'est incroyable. Mitzvah ika, c'est une mitzvah, il écrit comme ça le Chemdat Hayamim, incroyable. C'est une mitzvah de manger de la viande après le lait.
Pourquoi? Alors il va rentrer dans les midot, dans les sphères, chesed, gvura. Bon, ça me dépasse. Ce n'est pas ici une notion de halacha, mais de Kabbalah. Donc celui qui comprend et qui fait tout d'après la Kabbalah, il y a une discussion. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Agmara autorise de manger de la viande juste après le lait et le fromage, avec les conditions énumérées. Si tant est que le sens du Zohar serait de l'interdire, alors ça créerait une discussion entre le Talmud Babli et le Zohar HaKadosh, et la règle dans la halacha, c'est que nous suivons le Talmud Babli, et le Zohar est réservé pour certaines personnes qui sont au niveau de tout faire comme le Zohar. Donc en tout cas, conclusion. D'après la halacha, il est permis de manger de la viande après le fromage, puisque le Shulchan Aruch n'a pas rapporté les propos du Zohar. Cependant, conclut Rav Ovadia Yosef qu'au vu des propos du Zohar, il y en a certains décisionnaires qui ont dit qu'après avoir consommé du lait ou du fromage, il faut attendre 1 heure. Donc il y a un minhag d'attendre 1 heure entre le lait et la viande. Soyons clairs, hein. Après la viande, il faut attendre 6 heures pour consommer le lait. Après le lait, on peut consommer tout de suite de la viande, mais il y a un minhag d'attendre 1 heure. Nous dit Rav Ovadia Yosef, si pour une raison, une personne a besoin, après avoir consommé le lait, elle a besoin de manger de la viande, mais jusqu'à maintenant, elle attendait 1 heure, il faudra qu'elle fasse Atarat Nedarim, c'est-à-dire qu'elle dénoue son vœu, parce que lorsqu'on prend sur soi une sévérité dans la halacha sur laquelle on n'a pas dit Beli Neder, il faut, ça s'appelle un Neder, ça s'appelle qu'on s'est interdit par Khumra, par Neder, et si on veut stopper pour une raison ou une autre, il faudra faire Atarat Nedarim. Alors vous avez parlé des fromages durs et des fromages mous. Comment comprendre que les puits viandes sont autorisés alors que les aliments cohabitent dans notre corps de la même façon? Mais justement, vous posez une très bonne question, parce que, attention, d'abord, il faut savoir que le commandement de Bassar Bechalav, c'est un commandement assez surprenant. Au point, nous allons expliquer pourquoi, au point que les Umot HaOlam, et peut-être d'après une autre version dans les Midrashim, le Satan, et les Umot HaOlam mitgarim bachem. Ça veut dire que le Yetzer Hara et les nations, comment nous allons traduire, mitgarim, nous incitent, nous excitent, nous interpellent sur ce commandement, parce qu'il ne contient apparemment aucune logique. En tout cas, la logique nous dépasse. Pourquoi? Parce que non seulement que le lait et la viande cohabitent, comme vous dites, dans notre corps, les deux, la viande comme le lait, sont produits par l'animal. Vous prenez une vache, c'est la vache qui produit le lait et la viande. Et comme explique Tosfot au traité Choulin, que les deux séparément sont permis. Nous n'avons pas d'autres exemples, je réfléchis en même temps que je parle, en tout cas je n'ai pas dans ma mémoire tout de suite, un autre type d'aliment qui en lui-même est permis, mais lorsqu'on le conjugue à un autre aliment, il devient interdit. La Torah dit le cochon n'est pas cachère. Très bien. Le chameau n'est pas cachère. Ok. Les insectes ne sont pas cachères. Ok. Donc ça devient un aliment, voilà, si vous pouvez appeler ça kilaïm. Donc les aliments ne sont pas cachères. Mais ici, ce n'est pas les aliments qui sont pas cachères. C'est leur fusion. C'est ça qui est incroyable. Kol chad vechad be'apen nafshe share. Chacun individuellement est autorisé, est permis. On a le droit de manger de la viande. À part ceux qui croient qu'on n'a pas le droit, c'est n'importe quoi, ils inventent. Et le lait, on a le droit, le lait, le fromage, chacun dans ses lois de la cacheroute. Mais les deux sont produits par le même animal, les deux sont autorisés individuellement, et c'est leur réunion qui crée un interdit. Ça s'appelle un chok, c'est-à-dire un commandement de la Torah dont le raisonnement nous échappe, au point que les goïms, les nations, nous excitent. Mais enfin, il n'y a pas de logique à ce que vous faites. Ça paraît stupide. Et le Yetzer Hara aussi dit, ah là, ça va un petit carreau de chocolat au lait, qu'est-ce qu'il y a? Ça va lui changer quoi au bon Dieu?
Eh bien non, on fait attention. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans le chocolat noir, vous allez au supermarché, à Carrefour, au Auchan, peu importe, et vous voulez acheter du chocolat noir, du Poulain ou du Suchard, ou j'ai pas toutes les marques encore, du Lindt, je crois qu'il s'appelle celui-là. Il faut faire très attention. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il m'a expliqué Ravolf Chalita, le Havbedin d'Amsterdam, que vous connaissez peut-être. Il m'a dit que les pépites de chocolat, en fonction des années, des productions, elles peuvent être plus ou moins acides à la base naturelle. Et donc, pour rendre le chocolat consommable, ils vont, les producteurs de chocolat, ils vont rajouter du lait. Et donc, le taux de lait rajouté, c'est même quand c'est écrit chocolat noir, il faut savoir que, et la différence avec le chocolat au lait et le chocolat noir, c'est dans les quantités autorisées. Mais même du chocolat noir, si je ne me trompe pas, le chocolat noir dans certaines marques, je ne les ai pas en tête, mais tout ça vous pouvez voir sur les listes, encore une fois, du rabbinat de Paris, eh bien, il y a des chocolats noirs qu'on peut prendre seulement à 80%. Si je ne me trompe pas, c'est 80%, mais je n'ai pas la liste maintenant sous les yeux, mais vous pouvez la télécharger même sur Internet ou la trouver dans certains calendriers, parce que le chocolat noir, il faut savoir, pardon pour la digression, mais y a-t-il de nos jours un avis concernant le poisson et le fromage? Alors le poisson et le fromage, c'est un autre sujet. Nous en parlerons ou à la fin. Je vais d'abord terminer ce sujet de la viande après le lait. Et s'il reste un petit peu de temps, je vous dirai. Sinon, on reviendra, Bezrat Hashem, à la grâce d'Akadosh, Baruch Hu, Ishtamar, Shemo. On parlera de ça. Mais ça dépend beaucoup des coutumes, ça dépend beaucoup des minagim, et ça dépend des textes. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de poser toutes les questions. Par quoi ce minag est justifié d'attendre 1 heure le lait et la viande? Alors, ce minag d'attendre 1 heure entre le lait et la viande est basé sur les propos du Zohar. Puisque le Zohar nous dit qu'après le lait, il ne faut pas manger de la viande dans le même repas. Alors, ce texte du Zohar, il a deux points de vérification. D'abord, qu'est-ce que le Zohar dit? C'est une grande discussion. J'ai rapporté l'opinion du Chem Datayamim qui dit qu'il n'y a pas de Zohar comme ça. Lui dit que même d'après, que ramène Rav Ovadia Yosef, bien sûr, Allah Shalom dans Yabi Omer, donc chez les grands maîtres de la Kabbalah, il y a une discussion dans comment dirais-je, dans le message que nous dit le Zohar à Kadosh. C'est pas clair. Il y a une discussion comment l'expliquer. Mais quand bien même on comprendrait de l'enseignement du Zohar qu'il ne faut pas manger de la viande après le lait, les décisionnaires, les poskim et les mekoubalim ont dit que si on attend 1 heure entre le lait et la viande, ça s'appelle plus le même repas. Ce qui est clair, c'est qu'après le lait, on n'a pas besoin d'attendre 6 heures. Alors ce minag d'attendre 1 heure, c'est selon la version qui commente le Zohar, de dire qu'il ne faut pas manger de la viande dans le même repas que le lait. Lorsqu'il y a 1 heure entre la viande et le lait, dans le sens lait et ensuite viande, s'il y a 1 heure d'interruption, on n'est plus dans le même repas. D'où l'origine de ce minag. Alors, je voulais ici vous lire quelques halachot. Alors, voilà. Alors, il y a certains décisionnaires qui disent, donc d'après la halakha stricte, ce qui est clair, d'après la Gemara, d'après le Shulchan Aruch, après le lait et les fromages, on peut manger immédiatement de la viande, avec les conditions énumérées, encore une fois, que ça soit clair, on se rince les mains, on se nettoie la bouche et on se rince la bouche. Avant de revenir sur les propos du Zohar, chez les Ashkenazim, le Rama dit qu'il faut distinguer entre le fromage dur et le fromage souple. Et ça va très très loin, puisque d'après le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, il écrit la chose suivante: V'yesh machmirim afilu bebasar achar gvida, v'chen noagim shekol gvida kasha en ochlim acharei afilu basarov kimo begvida achar basar. Le Rama, c'est le minag des Ashkenazim. Les Ashkenazim suivent l'opinion du Rama, c'est qu'après le fromage dur, Kol Gvina Kasha,
ils attendent aussi 6 heures. Alors, dans le minhag des Ashkenazim, je ne suis pas très expert, j'ai un livre sous les yeux de Rav Hofstetter qui s'appelle Ilchot Basar Bechalav, il va ramener toutes les définitions qui touchent. Donc je ne sais pas si, je ne vois pas tout le monde, mais si un Ashkenaz parmi nous, alors on pourra rentrer plus dans le détail, mais les Ashkenazim, parce qu'il faut bien comprendre d'abord qu'est-ce que c'est un fromage dur. Il y a plusieurs définitions, il y a même des décisionnaires qui disent qu'aujourd'hui on n'a plus des fromages durs, aujourd'hui les fromages ils sont industrialisés, donc il y a la question du parmesan, du cheddar, du Swiss Emmental cheese, etc. Il a ici une liste assez impressionnante des différents fromages durs. Donc en tout cas, et d'ailleurs il dit, Resh Lametet, il ramène au nom du Kaf HaChaim, qui ramène au nom du Da'at Kedoshim, que si on a un fromage, donc selon la coutume des Ashkenazim, et on a un doute si ça s'appelle un fromage dur ou un fromage mou, souple, alors, bon, on va dire un yaourt c'est facile, un yaourt c'est souple. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un fromage dur dans ces fromages solides? Eh bien, on peut être méquel de ne pas attendre 6 heures. Donc, lorsqu'on a un safek, les Ashkenazim aussi, ils sont méquilimes, il faut voir le date Kedoshim et les différents décisionnaires. Donc, pour les Ashkenazim, c'est très intéressant. Ils ramènent ici les tchouvot de Rav Eliashiv et d'autres grands décisionnaires contemporains de Rav Chaim Kanievski, etc., etc. Ça, c'est le minhag des Ashkenazim à prendre très au sérieux, bien évidemment, pour les Ashkenazim. Donc nous avons on va dire trois niveaux. Il y a la Gemara et le Shulchan Aruch qui disent qu'après le lait, on peut consommer de la viande avec les conditions énumérées. Il y a le Rama qui fait une différence entre fromage dur et fromage souple. Et il y a le Zohar qui dit, selon certaines versions, qu'après du fromage ou du lait, il ne faut pas manger de la viande dans le même repas. C'est une façon de comprendre le Zohar. D'autres décisionnaires disent que le Zohar n'a jamais dit ça. Il est important d'abord de savoir quelle est la halacha stricte. Alors, maintenant, ceux qui sont marmirim comme le Zohar, ils attendent 1 heure, d'autres attendent une demi-heure. Il y a plusieurs versions. Mais ce qui est important, je voulais vous dire quelques halachot, même si quelqu'un voudrait être marmir. Alors, c'est if nun vav nun zaïd. Ah, ce qui est clair, ça c'est d'après tout le monde. On va dire maintenant on va prendre le problème à l'envers. Ça veut dire, j'ai mangé du lait. Et 1 heure après, je vais prendre mon repas. Par exemple, il est 11 heures du matin, je m'achète une glace au lait, c'est l'été, une bonne glace au lait, ça rafraîchit. Et 1 heure après, à midi, je me mets à table. Là, d'après tout le monde, on a le droit de manger de la viande. Sauf si c'est un fromage dur pour les Ashkenazim, il faudra attendre plus qu'1 heure. Mais les produits lactés, les bonbons, les chocolats, etc., les crêpes au fromage, tout ça, s'il y a eu 1 heure qui s'est écoulée sur ces petits, entre guillemets, produits lactés, eh bien, on peut manger de la viande sans... Et là, il dit Rav Hofstetter, on n'a même pas besoin de se laver les mains et de se rincer la bouche. Donc, est-ce clair? Un exemple clair. Il est 11 heures du matin. Vous êtes en ville. Bien sûr, je parle que vous allez dans un restaurant cachère, vous achetez un café au lait, ou même à la maison, peu importe. Je mange une glace au lait, je prends un café au lait, il est 11 heures. À midi, midi et quart, midi et demi, je prends mon repas, mon couscous boulette, mon steak frites. Là, je peux manger de la viande, je n'ai même pas besoin de me rincer la bouche ou de me rincer les mains, parce qu'en 1 heure, il reste bien évidemment plus de traces du lait. Voilà. Une autre halakha importante, alors oui, ça c'est très important, une personne qui est fatiguée, qui est malade, voire malade, alors il dit Rav Hofstetter, Koufaïd Gimel, au nom du Chochmat Adam, et au nom en tout cas de Rav Ezriel Oyerbach, et de Rav Klein, qu'une personne, même pour les Ashkenazim, une personne qui est malade, et qui a bu son café au lait et que quelques instants après elle doit manger parce qu'elle se sent mal, là elle n'aura pas besoin d'attendre ni 1 heure ni une demi-heure après le fromage, elle pourra manger de la viande tout de suite, mais là comme elle est dans la demi-heure, il faudra respecter les conditions énumérées et dictées plusieurs fois ce soir. Alors,
en quelques minutes la question. Non, mais vous savez qu'on va pas l'abîmer. Blinéder, on reviendra parce qu'il y a beaucoup de halachot sur le poisson et le fromage, le poisson et le lait, le poisson et le beurre. Il y a beaucoup de halachot, donc on va pas les abîmer. On va dire jusqu'au prochain chiour. Je dis pas qu'on en prendra la semaine prochaine, on verra Blinéder, mais continuez selon vos us et coutumes. Bezrat Hashem, on reviendra sur ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, Moraï Vera Botaï. Le chiour ce soir, en commençant par le lait pour un repas avec Sheakol et le pain après avec un motzi. J'ai pas compris votre question, excusez-moi. Vous voulez dire, je prends par exemple un café au lait avant de dire amotzi, avant de faire amotzi. C'est ça que vous demandez. Je suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Je vais bien rester encore quelques minutes. Très bien, alors on va essayer de répondre à votre question. Bien rester encore 2-3 minutes si les gens ont des questions avec plaisir. Donc par rapport à votre question, si je bois un café au lait avant mon repas, bien évidemment, il faut dire chez Akol. Mais là, vous rentrez dans une question générale dans Ilchot Brachot. Est-ce qu'avant de faire Motzi, on a le droit de consommer des aliments? Et parce que ça aussi, c'est dans la paracha de cette semaine. C'est écrit Lotissa et Shema Shav. Il est interdit de prononcer le nom d'Hachem en vain. Et le Rambam, et comme ça est posé Rav Ovadia Yosef, Alama Shalom, que réciter une bracha chez Enatzricha, réciter une bénédiction qu'on n'a pas besoin de réciter, ça s'appelle prononcer le nom d'Hachem en vain. Alors est-ce qu'avant Amotzi, on a le droit de réciter des bénédictions sur des aliments qui seraient de toute façon acquittés par le Amotzi? C'est-à-dire que normalement, quand vous faites Amotzi, eh bien après la bracha d'Amotzi sur le pain, eh bien, les boissons que vous buvez pendant le repas, c'est-à-dire l'eau, le Coca-Cola, éventuellement le café au lait, on ne dit pas chez Akol. Donc si vous dites chez Akol avant le repas, vous rentrez dans une sheila de bracha chez Nasralikoua, donc c'est déconseillé de faire ça, sauf si on sait par exemple que le repas, il est d'ici 10 minutes, un quart d'heure, si c'est 2-3 minutes, on peut attendre, mais si le repas est dans 10-15 minutes et j'ai envie avant le repas de me désaltérer avec un bon café au lait, on aura le droit. Mais si on est proche du repas, pour un café au lait, c'est déconseillé de le faire avant Amotzi. Voilà, Moraï Vera Botaï. C'est donc ces deux points importants que je voulais partager avec vous ce soir. Le rapport entre Bassar Bechalav, précisément, et les lois de la cacheroute en général, avec Matan Torah, c'est une notion à réfléchir, c'est une condition pour recevoir la Torah. Et c'est la première mitzvah, apparemment, que les enfants d'Israël ont réalisé après le nom de la Torah. Ce sont les lois de la cacheroute, de la kéchérisation des ustensiles, la kéchérisation des viandes, etc. C'est intéressant. On voit la place qu'occupent les lois de la cacheroute par rapport à la sortie d'Égypte, comme nous avons vu dernièrement, et par rapport à Matan Torah. Pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Je ne peux pas faire un motzi si le pain est cuit dans un four viande ou prend du lait. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Là, on va répondre sur cette question. Et je finis ma synthèse. Et le deuxième point, c'est qu'après le lait, on a le droit de manger de la viande avec les conditions de se rincer les mains, de se rincer la bouche. Pardon, question par question, je vous rappelle tout de suite. Et de se nettoyer la bouche. Soit d'après le Zohar, il faut attendre 1 heure. D'après les Ashkenazim, il faut distinguer le fromage dur et le fromage mou. Si on a de toutes les façons attendu 1 heure, il n'y a rien à faire. Vous avez pris une glace au lait à 11 heures. À midi, vous pouvez passer à table sans problème, sans de rien rincer du tout. La question du four. Alors, c'est une grande question que je ne veux pas trop bâcler aussi, c'est dommage, mais en simple, si mon four est propre, ça veut dire que vous avez fait un rôti. Et pour les sfaradim, si il est préférable de prendre un chiffon, de au moins passer à sec, pas besoin de mettre de produit, juste on passe sur les parois et la porte du four. Ensuite, les chalotes qu'on fera dans notre four, elles ne sont pas bassari, elles restent parvées. Si elles n'ont pas été au contact d'une viande, on aura le droit de les consommer avec du lait et vice-versa. Si dans mon four, j'ai fait un plat lacté, comment ils appellent ces plats, bon bref, ou même une pizza au fromage, je prends un chiffon, quand le four il est éteint, bien évidemment, on n'a pas besoin d'attendre 24 heures, on n'a pas besoin de le cachériser pour faire du parvé. Bien sûr, entre la viande et le lait, il faudra cachériser son four, mais entre la viande et mes chalotes ou mes chalotes et mes gâteaux restent parvés, et on aura ensuite le droit de les manger avec du lait.
Pardon, il y avait une question, si vous voulez bien la renvoyer, avec plaisir. Et nous allons finir avec cette dernière question. Dernière question pour nos champions. La question, vous pouvez la renvoyer hein, si vous voulez, avec plaisir. Je vous attends quelques instants. Monsieur Ah, concernant le lien avec Matan Torah, peut-être est-ce la première version dans le livre de Kedusha qui sépare le peuple juif. Alors, il y a certainement de cela, c'est sûr, et on le voit beaucoup dans le traité Avodazara avec Pat Akoum, Bishul Akoum, Stami Enam. Il y a dans les lois de la cacheroute, il y a de cela aussi, pour bien marquer la différence entre Israël et les nations. On ne consomme pas comme on ne. Dans tout, un juif, il doit être distinct des nations dans tout son comportement. Il y a de ça aussi, vous pouvez dire comme ça, mais dans la profondeur de l'idée, c'est plus que cela. Mechila. Voilà, Morav et Rabotai, je vous souhaite une très bonne soirée, des cascades de bénédiction. Soyons forts dans les lois de la cacheroute, mais Ezrat Hashem, vous savez, la cacheroute, ça amène beaucoup de brachot. D'ailleurs, il y a une question très intéressante qui est soulevée dans tous les Sfarim. C'est de savoir une personne qui fait tchouva, qui veut recevoir la Torah, quelle est la première mitzvah qu'il doit respecter? Est-ce que c'est la pureté familiale? Est-ce que c'est le Shabbat? Beaucoup pensent que ce sont les lois de la cacheroute, parce que lorsqu'on ne mange pas kasher, on ne peut pas bien recevoir la Torah. Alors en cette semaine de Parashat Yitro, face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions recevoir la Torah pleinement, totalement, de la meilleure façon, en se renforçant grandement dans les lois de la cacheroute. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices. Merci beaucoup à vous. Quelque jour vous envoie et nous envoie. Pardon, on va terminer, ça a coupé. Quelque jour nous envoie à nous, à tout Israël, des cascades de bénédictions, la santé, la pardassa, le bonheur, tout ce que vous désirez, pour que nous puissions recevoir une Kabbalat Torah amitite dans la joie, le sourire, Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tuv.